Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Dernière vidéo avec ce cadre pas ouf. On retrouve le cadre habituel jeudi soir, mesdames et messieurs. Mais en attendant, on va parler du prochain match du FC Barcelone. Première journée de Ligue des Champions contre Monaco. Comment constituer un 11 sans Dani Olmo, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo pré-match. Commençons cette vidéo, mesdames et messieurs, par parler de l'AS Monaco, qui est une équipe qui va être sérieuse. On affronte l'actuelle 3e équipe de Ligue 1, une équipe qui a concédé seulement qu'un seul but sur ce début de championnat, une équipe qui reste sur sa continuité de la fin de la saison dernière. On était sur la première saison de Adi Hütter à la tête de cette équipe. Première moitié de championnat un petit peu compliquée et la deuxième tambour battant. Et là, on est sur cette continuité, une équipe vraiment très cohérente qui apporte plusieurs styles de danger. On va avoir des joueurs qui sont un petit peu style technique, genre Golovin, Minamino, Ben Seguir, Akliouche, à côté de joueurs qui vont être plus des joueurs rugueux, physique, intensité, en défense Zakaria, Wilfried Singo, en attaque Brel Mbolo, et une équipe qui peut vraiment être versatile, jouer en transition, jouer en possession, avec des latéraux comme Vanderson et Caio Henrique qui peuvent apporter énormément offensivement. Vraiment, on est une équipe cohérente, construite, qui commence à se connaître, qui a une continuité, parce qu'il y a des joueurs, ça commence à faire pas mal d'années qu'ils y sont, et un coach justement qui est resté sur cette deuxième saison, qui commence à être sûr du jeu qu'elle peut développer. Donc attention, du côté du Barça, on n'affronte pas non plus une équipe style Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City. Je ne vous parle pas de ce type d'équipe-ci, mais on reste dans l'idée d'affronter des équipes qui sont des vrais tests pour le FC Barcelone. Du côté du Barça maintenant, on est sur notre Barça, 5 sur 5 en championnat, tout va bien. Surtout, à côté de ces résultats, il y a la manière et il y a surtout de l'amélioration. Le point sur lequel je focalise tout le temps, le Barça, c'est l'amélioration cette année et ça vient avec les résultats. On a une équipe qui se cherchait un petit peu, qui avait des moments de difficulté et qui en a de moins en moins. Le pressing est mieux, les combinaisons sont plus cohérentes, on trouve de plus en plus les joueurs prennent de plus en plus de risques parce qu'ils sont plus en confiance, ils arrivent à être de plus en plus versatiles dans leur positionnement. Il y a de l'amélioration générale, de la progression et c'est limite ça, j'ai envie de dire, qui est le plus important selon moi du côté du FC Barcelone, qui est actuellement dans un super cercle vertueux. Le cercle vertueux, j'arrête pas de vous embêter avec ça, mais il commence à grossir de jour en jour. On a l'impression que tout va bien du côté du Barça et en plus de ça, on continue de le faire grossir très récemment avec le retour de pas mal de blessés. Frenkie de Jong qui a repris également quelques séances d'entraînement collectif avec tout le monde lundi dernier. Quand va-t-il revenir sur les pelouses? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Gavi également a repris quelques séances de l'entraînement collectif. Également, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Et on a surtout Ansu Fati. On a dit normalement, il aurait dû peut-être être présent contre Girona. Il ne l'a finalement pas été. Mais là, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de catastrophe, il est présent dans le groupe pour affronter l'AS Monaco. Et le Barça doit profiter justement de cette bonne dynamique parce que le Barça affronte actuellement ce qu'on a appelé la phase numéro 1, la phase de vrai test, qui était composée notamment de 3 gros matchs à l'extérieur, Girona en premier lieu, ce match contre Monaco et ce week-end le match contre Villarreal. C'est la première vraie grosse phase de test et la deuxième grosse phase, ça sera les matchs Cador européen, Real Madrid, Bayern Munich. Ça viendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, cette première phase, elle a été bien abordée. Grosse victoire face à Girona, revanche prise. Maintenant, ça serait bien d'enchaîner. Ça nous ferait plaisir d'avoir un second bon résultat sur ce premier match de Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Premier match de cette nouvelle version de la LDC et des petites choses vont changer. C'est-à-dire que vous l'avez vu, l'objectif principal du FC Barcelone, c'est de figurer parmi les 8 premiers de l'énorme groupe qui est composé par tous les clubs qui figurent dans cette LDC. Et des choses vont changer dans le sens où les équipes risquent d'être vraiment collées les unes par rapport aux autres. Ça va jouer à très peu de choses et si ça se joue à très peu de choses, il y a de grandes chances que la différence de but compte. C'est-à-dire que la différence particulière n'existe plus aujourd'hui et donc dans ce système-ci, il va être important justement de faire attention aux buts qu'on va concéder et également aux buts qu'on va marquer. Pour résumer tout ça, allez voir la vidéo de Willou sur le sujet, il explique parfaitement bien tout ça en détail, mais ayons en tête que oui, chaque but va compter. On est donc, on l'a dit, sur un Barça qui est vraiment dans une bonne dynamique. Le cercle vertueux commence vraiment à grossir, mais à certains moments, il y a un petit pic qui vient piquer justement ce cercle. Ce petit pic, c'est la gestion des joueurs. La gestion, j'arrête pas de vous embêter avec ça, mais il y a quelques semaines, on a un Christensen qui s'est blessé. On ne sait pas s'il sera de retour avant le début 2025. On a un Fermin Lopez qui s'est blessé pour 3 semaines, 1 mois. Et tout récemment, on a surtout un Dani Olmo qui s'est blessé pour 4-5 semaines.
Par rapport à cette blessure de Dani Olmo, deux choses à aborder. La première des choses, c'est par rapport à son transfert. Quand on a analysé son arrivée, on a parlé justement d'un joueur qui pouvait être un peu friable à ce niveau-là. Au niveau physique, on a bien évidemment dit que c'était un joueur qui avait une énorme qualité, qui venait du serrage Masia, qui pouvait beaucoup apporter dans ce club-ci, mais qu'à certains moments, quand même, il loupait pas mal de matchs dans une saison. Donc, bien évidemment, quand on fera le bilan de ce transfert, il faudra prendre en compte les moments où il a joué, où pour l'instant, il est incroyable, il est formidable, Dani Olmo, ça on ne peut rien dire par rapport à ça. Il faudra également prendre en compte les matchs où il aura été absent pour cause de blessure. Et donc Deco, quand il prend ce joueur-ci, il est conscient de ça. Donc à partir du moment quand on fera le bilan de Dani Olmo arrivé au Barça, il faudra compter les jours d'absence. Parce que oui, ça compte quand tu fais le bilan d'un transfert. Deuxième point important autour de la blessure de Dani Olmo, encore une fois je vous embête avec ça, c'est la gestion des joueurs. Parce que encore une fois je vois des gens qui me disent mais non c'est pas important, faisons enchaîner les joueurs, le plus important c'est les résultats, etc. Le problème c'est que cette vision obtuse d'uniquement les résultats, elle va nous mettre en difficulté pour le futur. Ok, on va avoir des résultats là, super, ça va être trop bien, etc. Puis dans 4-5 mois, Lamine Yamal il va se blesser, Koubarsi va se blesser, Fermin Lopez va se reblesser, Pedri va se reblesser, Gavi va se reblesser. Parce qu'on aura une mauvaise gestion des joueurs. Or, moi j'ai envie de pouvoir profiter de ces joueurs-ci à 100% dans des bonnes conditions déjà cette année et les années futures. Donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas tout gâcher pour des résultats acceptés, nous les supporters, d'être des fois un tout petit peu moins compétitifs, faire jouer les remplaçants qui eux aussi peuvent réussir, eux aussi peuvent permettre au FC Barcelone de gagner, mais permettre donc aux joueurs qui sont titulaires de se reposer. Ça va être très important pour le Barça. Il faut que nous, en tant que supporters, on accepte qu'il y ait moins de compétitivité des fois du FC Barcelone. Accepter par moment les mauvais résultats pour faire souffler les titulaires. Maintenant, concernant la blessure de Dani Olmo, bien évidemment, là où ça nous intéresse, c'est que ça va impacter le 11 de départ du FC Barcelone. Et tout d'abord, ce 11 face à Monaco. Ce 11 que je choisis est le suivant, composé de Ter Stegen au cage, une défense type Koundé, Baldé et au centre Koubarsi, Martinez. Au milieu, Eric Garcia accompagné de Casado. En numéro 10, Pedri, demi-espace gauche, Rafinha. Numéro 9, Lewandowski. Et à droite, Lamine Yamal. Alors comme vous voyez, la défense reste la défense type. Ce qui a été intéressant sur le dernier match, c'est qu'on a réussi à faire souffler quand même Koubarsi une bonne trentaine de minutes, très intéressant. Koundé, on l'a réaxé. Koundé très haut niveau même dans l'axe, donc bon, j'arrête d'en parler parce que lui, il a un niveau depuis 2024, laisse tomber. Mais je garde quand même cette défense type. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est ce milieu reconstitué avec la perte de Dani Olmo. Et là, je vous ai proposé plusieurs choses. Pour les choses que je vous ai proposées, en tout premier lieu, vous avez voté pour la présence de Pablo Torre pour remplacer Dani Olmo. En deuxième partie, vous avez préféré mettre un double pivot Casado, Eric Garcia et donc Pedri en numéro 10. Et en troisième choix, derrière, Rafinha en numéro 10 et Ferran Torres sur le côté gauche. Par rapport aux choix pour lesquels vous avez voté, est-ce que vous m'avez vu en commentaire justement de ce sondage? Moi, il y a deux choix que j'écarte un peu instantanément. C'est comme vous, le choix bien évidemment de Rafinha en 10 et Ferran à gauche. C'est une forte possibilité, hein. Ça peut vraiment arriver. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être l'une des choses qui a le plus de chances d'arriver. Flick va certainement mettre ce 11-ci avec Ferran à gauche. Moi, je suis un peu contre parce que Ferran Torres, titulaire au Barça, on a vu là, c'était un peu compliqué dernièrement. Il a très bien performé contre l'Athletic Bilbao. On l'a dit, on le répète, ça a été le cas. Mais voilà, dans la longueur, dans la continuité, c'est toujours compliqué pour ce joueur-ci. Plus Rafinha numéro 10, je suis pas extrêmement fan. Donc cette solution, moi, je l'écarte. Il y a l'autre solution que vous m'avez proposée en commentaire, c'est mettre Ansu Fati titulaire. Moi, voilà, le problème, c'est Ansu Fati titulaire. Pour l'instant, non, c'est pas possible. Ansu Fati, encore une fois, c'est le retour d'un blessé. Il faut prendre le temps de lui faire jouer les minutes tranquillement. Déjà, s'il joue 30-20 minutes sur ce match-ci, je serais extrêmement heureux, mais tranquille avec Ansu Fati. Ensuite, il y a les solutions que vous m'avez proposées qui sont d'un niveau moyen. Je peux les comprendre, je les accepte, mais je ne suis pas totalement pour. En premier lieu, Pau Victor. Vous m'avez proposé Pau Victor dans ce demi-espace et pourquoi pas un Rafinha numéro 10. Je suis vraiment pas contre. Dans l'idée, Pau Victor, encore une fois, très bonne pré-saison. Les matchs dans lesquels il est rentré intéressant contre Girona, moi je l'ai trouvé vraiment très bon, balle au pied. Il pouvait proposer des choses qui étaient sympathiques à voir. Mais voilà, je me dis Rafinha en tant que numéro 10. Encore une fois, moi je suis moins fan de ce joueur dans ce positionnement-ci. Je le trouve plus intéressant dans le demi-espace. Mais je peux l'entendre, je peux le comprendre. Et l'autre solution qui était bien évidemment Pablo Torre pour laquelle vous avez voté en majorité en tant que numéro 10. Il viendrait remplacer numériquement juste Dani Olmo. Un 10 qui remplace un numéro 10. Tu
tu conserves le double pivot qui est Pedri, Casado qui fonctionne bien sur ces 2 derniers matchs. Je comprends tout à fait votre choix, mais c'est juste que je me dis par rapport à ce qu'on a vu en fait du côté de Flick et les messages qu'il a envoyés sur les derniers matchs, je vois pas Pablo Torre passer devant Eric Garcia dans le sens où dans les matchs où il avait l'occasion justement de faire une rotation dans ce sens-ci, il a préféré faire jouer Eric Garcia en tant que numéro 6 et passer donc un Casado en tant que relayeur et Pedri en numéro 10, comme sur le dernier match justement qu'on a vu contre Girona, plutôt que de faire jouer un Pablo Torre qu'il a seulement fait jouer 10 minutes contre Valladolid. Donc par rapport à ce que Flick a fait, au message qu'il a envoyé, moi je mets ce que je vous propose actuellement, c'est-à-dire un Pedri en numéro 10, un Casado qui est en relayeur, qui est le poste de base dans lequel Flick voulait le mettre, avant que Bernal se blesse, c'était Bernal le numéro 6, on ne l'oublie pas, et un Eric Garcia qui vient se positionner en tant que point de basse, en tant que pivot. Je pense que Flick va le tenter. Voilà, alors c'est pas sûr, encore une fois, il y a de grandes chances que ce soit plutôt l'optique Ferran Torres qui arrive sur le côté gauche, qui soit présente sur ce match-ci. Mais moi, ça m'intéresserait de tester Eric Garcia dans un match solide, on l'a dit une fois, un vrai test, pas non plus un classico, pas non plus un match contre Manchester City, mais un gros test à ce poste-là. On sait que Flick veut le faire jouer dans ce système-ci, dans cette position, le voir vraiment titulaire dans une rencontre comme ça, pourquoi pas? On le teste. Et puis si on voit que ça marche pas, on retentera une deuxième, une troisième fois, puis après on abandonnera le projet si ça fonctionne pas. Mais à un moment, il faudra quand même bien le tester. Ensuite, on peut parler un tout petit peu de l'attaque, mais comme la défense, c'est un peu l'attaque type. En ce moment, Rafinha très intéressant, un tout petit peu moins en vue, on va le dire, contre Girona que le match contre Valladolid, parce que dans les stats, il a été un tout petit peu moins présent, mais quand même intéressant dès qu'il faut amener une solution de rupture dans le jeu. C'est-à-dire que dès qu'on est en conservation, ok, on le trouve un petit peu moins, c'est pour ça qu'on l'a moins trouvé contre Girona, mais la passe qu'il fait par exemple sur le but de Pedri, là où il la donne instantanément à un Casado, c'est un superbe geste qui nous permet d'avancer directement, qui nous permet d'avoir de la verticalité, et il est super intéressant là-dedans, il faut continuer à le mettre. Pourquoi pas le faire souffler avec Ansu Fati en deuxième mi-temps si tout se passe bien pour le Barça. Du côté de Lewandowski aussi, c'est pas mal. On l'a fait souffler un petit peu le dernier match. Et enfin, Lamine Yamal, une nouvelle fois titulaire parce qu'en tant que ailier droit, joueur de couloir pour l'instant, bah, c'est lui le numéro 1. Il n'y a strictement aucun débat. Mais il faudra faire attention aussi avec Lamine Yamal, hein. Attention, mesdames et messieurs, il faut compter sur Ferran Torres pour l'épauler et pour être un bon remplaçant et pour arrêter, s'il te plaît, de te prendre des cartons rouges débiles qui va nous empêcher justement d'avoir une bonne gestion des joueurs. Déjà qu'on a des blessés, si en plus on a des suspendus, ça va pas trop le faire. Du coup, Lamine Yamal, ayons vraiment une bonne gestion du joueur. Pas obligé de lui faire jouer les 90 minutes si possible, même si une nouvelle fois, on va perdre en compétitivité. Enfin, pour conclure la vidéo, mesdames et messieurs, mes attentes par rapport à ce match, il va falloir faire gaffe à ce Monaco, une nouvelle fois, qui est une équipe solide, style de jeu très différent de Girona. Girona, on a dit c'est une équipe joueuse. On l'avait vu l'année dernière, on s'était déjà créé des occasions contre eux. La difficulté qu'on avait rencontrée était surtout qu'on n'avait pas été tueur dans ce match-là. Mais les occasions, on les avait quand même créées. Là, la difficulté contre Monaco, ça va être un match avec beaucoup plus d'intensité. Girona, c'est une belle équipe qui joue bien au football, football léché, de possession, etc. Mais ça rentre pas vraiment dans le tas. Monaco, on l'a dit, équipe très versatile dans les profils et également dans son style de jeu, mais en tout cas, il va y avoir de l'intensité, ça va être costaud, va falloir être solide, va falloir courir, mais aussi répondre présent dans les duels, dans les contacts, sur les seconds ballons. Il va y avoir, je pense, une vraie bataille à ce niveau-là, et pour nous, ça va être bien, parce que c'est un test, c'est le moment de se mettre à ce niveau-ci, moment en Ligue des Champions, un autre football que le football espagnol, c'est parfait pour nous, c'est encore, on l'a dit, un test, on est encore dans la phase 1, il faut répondre présent, pas forcément tout mettre pour gagner ce match, faire jouer tous les jeunes 90 minutes, faire cramer tout le monde, c'est pas ça l'objectif, on n'est pas obligé de tout donner pour cette victoire, mais dans la manière, montrer de bonnes choses et au moins répondre présent dans le jeu, selon moi c'est le plus important pour ce match contre Monaco. À vous maintenant de me dire ce que vous attendez de ce match-ci, votre 11 type si vous le voulez, votre pronostic également si vous le voulez en commentaire, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.